Et comment, ça va? Il y a 2 ans, à Maybrook, une professeure nommée Justine est entrée dans sa salle de classe et l'a trouvée vide, à l'exception d'Alex Lilly. La nuit précédente, à 2h17 du matin, les 17 autres élèves de Justine avaient quitté leur maison et disparu dans l'obscurité en courant les bras tendus. Les systèmes de sécurité ont été déclenchés. Il y avait donc de nombreuses vidéos montrant leur fuite, mais aucun signe d'un ravisseur. La police a parlé à Alex et Justine plusieurs fois, posant toutes sortes de questions, mais aucun des deux ne savait rien. Pendant le mois suivant, l'école a été fermée pour l'enquête. Plusieurs recherches dans la zone ont été menées sans succès. Quand vient l'heure de rouvrir l'école, la ville se rassemble pour une réunion organisée par le directeur Marcos. Presque tout le monde blâme Justine pour les disparitions, affirmant qu'elle a fait quelque chose qui a poussé les enfants à partir. Justine essaie de dire aux parents qu'elle aimait les enfants, mais ils continuent de l'insulter. Marcos tente de la protéger et les parents le traitent de complice. Une détective doit l'escorter hors du bâtiment pour la protéger de la fureur des parents. Ensuite, Justine va dans un magasin pour acheter de l'alcool, car elle boit beaucoup depuis l'incident. Soudain, elle reçoit un appel d'un numéro anonyme et entend une voix menaçante. Alors, elle raccroche immédiatement. En sortant, un toxicomane nommé James lui demande de la monnaie, mais elle l'ignore. Plus tard, à la maison, Justine entend la sonnette, mais a peur de répondre. Elle regarde par le judas de la fenêtre, mais ne voit personne. Puis quelqu'un frappe à la porte et Justine sort enfin, seulement pour trouver le mot « sorcière » peint sur sa voiture. Le matin, Justine essaie de laver le graffiti sans succès. Elle doit donc conduire jusqu'à l'école avec la voiture dans cet état. Marcos la met en congé et lui conseille de faire quelque chose pour sa santé mentale. Alex a déjà été transféré dans une autre classe et va bien. Justine veut lui parler, mais Marcos l'interdit, disant qu'elle a l'habitude de dépasser les limites professionnelles, citant comme exemple le fait d'avoir serré un enfant en pleurs dans ses bras et ramené un élève chez lui après qu'il eut manqué le bus. Une Justine frustrée retourne à sa voiture et s'effondre. Ensuite, elle dépose une plainte au poste de police pour le vandalisme et les appels menaçants. Son ex-petit ami Paul passe par là et ils partagent un moment gênant. Cette nuit-là, Justine et Paul se retrouvent au bar et Paul exprime son inquiétude pour la situation de Justine, mais elle lui assure qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Paul lui dit aussi que lui et sa femme ne sont plus ensemble. Ils finissent par aller chez Justine et avoir un moment d'intimité. Le matin, Justine ramène Paul chez lui et lui dit que les policiers ne font pas assez d'efforts dans l'affaire. Plus tard, Justine s'arrête à l'école et attend que le bus ramène les enfants chez eux. Quand Alex descend, elle le suit jusqu'à sa maison. Justine sonne à la porte et frappe, mais personne ne répond. Toutes les fenêtres sont couvertes de journaux. Alors, une Justine inquiète ouvre le portail pour aller dans la cour arrière. Une des fenêtres a un petit espace entre les journaux qui lui permet de regarder à l'intérieur et elle est effrayée de voir 2 personnes. Elle recule et trébuche sur quelques objets, mais le bruit n'attire l'attention de personne. Justine regarde à nouveau à l'intérieur et découvre que les parents d'Alex sont assis sur le canapé, très immobiles. Justine appelle Marcos pour lui en parler et il la réprimande pour avoir harcelé Alex. Au supermarché, Justine est soudainement attaquée par la femme de Paul, Donna, qui sait qu'elle était avec Paul la nuit précédente et essaie d'expliquer que Paul avait dit qu'il était célibataire. Mais Donna la traite de menteuse tout en vidant une bouteille d'alcool sur elle. Un employé doit traîner Donna au loin. Cette nuit-là, Justine rêve qu'elle est de retour à l'école. Quand elle entre dans sa salle de classe, tous les enfants ont le visage sur leur bureau. Soudain, Alex lève les yeux et révèle qu'il porte du maquillage de clown. Alors qu'il sourit de manière effrayante, Justine se réveille. Il y a un bruit étrange dans la maison, mais quand elle regarde dehors, elle ne voit rien. Alors elle se recouche pour crier en voyant une femme rousse et effrayante au plafond. En une seconde, la femme disparaît. Le jour suivant, Justine attend qu'Alex rentre de l'école. Elle lui demande s'il va bien et il répond que oui avant de partir. Quand Justine essaie de le suivre, Alex lui crie dessus et court vers sa maison. Elle continue de sonner et de frapper à la porte, mais personne ne répond. Ensuite, elle passe la journée dans sa voiture à attendre que quelqu'un sorte et finit par s'endormir. La nuit, quelqu'un sort enfin de la maison et entre dans la voiture pour couper une mèche des cheveux de Justine. Pendant ce temps, Archer souffre d'une profonde dépression depuis que son fils a disparu et continue de regarder les enregistrements des caméras de sécurité. Au travail, il est très distrait et commet sans cesse des erreurs de base. Il se rend fréquemment au poste de police pour demander des mises à jour et le capitaine Locke doit expliquer qu'il n'y a pas de nouvelles pistes. Archer pense que Justine sait quelque chose et Locke souligne qu'il n'y a aucune raison de croire qu'elle est impliquée. Lors de la réunion de l'école, Archer est l'un des parents qui a d'abord insulté Justine et c'est lui qui vandalise sa voiture. La dépression est si sévère qu'Archer commence à dormir dans la chambre de son fils. Une nuit, il se réveille en sursaut et en sortant du lit, il se voit lui-même en train de dormir, ce qui signifie que c'est un rêve. Il entend un bruit et le suit, trouvant la porte d'entrée qui s'ouvre toute seule. Archer court dehors et voit son fils courir. Il essaie alors de le suivre, mais après avoir traversé les buissons, il se retrouve de retour à la maison.
Alors que le garçon entre, une énorme tour apparaît au-dessus de la maison avec le numéro 217. Archer retourne dans la chambre et pleure en trouvant son fils endormi dans le lit, tout en s'excusant de ne pas être un père plus affectueux. Le visage du garçon se transforme en la femme rousse effrayante et Archer se réveille le matin. Il remarque la tour dans la forêt et a une idée. Il prend une carte et trace une ligne qui relie sa maison à la direction vers laquelle l'enfant a couru. Ensuite, il visite d'autres maisons où des enfants ont disparu et demande à voir leurs enregistrements. Le premier père refuse, mais le suivant accepte. Archer note la direction que l'enfant a prise et la marque sur la carte avec une autre ligne. Il pense que le point où les lignes se rencontrent est la réponse. En route vers cet endroit, Archer voit Justine à la station-service et s'arrête pour lui crier dessus. À ce moment, Justine aperçoit Marcos courant avec le visage ensanglanté et les bras tendus comme les enfants. Il la renverse soudainement par terre et essaie de l'étouffer. Archer tente de l'écarter, mais Marcos le renverse. Cela donne à Justine une chance de courir et de se cacher dans le magasin. Marcos essaie de la suivre, alors Archer lui donne un coup de pied, seulement pour que Marcos le renverse et essaie de l'étouffer aussi. En revenant quelques jours en arrière, Paul est en patrouille et voit James agir de manière suspecte. Alors il le suit. Il le trouve en train d'essayer de s'introduire dans une maison et l'interpelle, faisant fuir James. Une poursuite commence et au début, Paul suit James dans sa voiture, mais il n'y a bientôt plus de place pour le véhicule et il doit continuer à pied. Paul jette James au sol et le menotte pendant que James explique qu'il essayait de s'introduire dans sa propre maison parce qu'il avait perdu ses clés. Quand Paul fouille les poches de James, il se pique accidentellement le doigt avec une aiguille usagée. Furieux, il frappe James en représailles. Il court vers sa voiture pour prendre la trousse de premiers soins et se rend compte que sa caméra de bord a tout enregistré. Désespéré, Paul libère alors James en disant qu'ils sont maintenant quittes, mais en lui demandant aussi de quitter la ville. Plus tard, au poste de police, Locke dit à Paul que les choses iront bien tant que James ne signale pas l'incident. Cette nuit-là, Paul sort avec Justine. Quand il rentre chez lui le matin, il découvre que Donna est arrivée plus tôt que prévu et le comportement étrange de celle-ci l'aide à deviner rapidement ce qu'il a fait. Plus tard, au travail, Paul voit James à l'extérieur du poste de police et lui crie dessus. James s'enfuit immédiatement et Paul déconnecte la caméra de bord. En revenant à nouveau dans le temps, on montre que James est un toxicomane qui vit dans une tente dans la forêt. Quand il manque de drogue, il va en ville chercher des voitures non verrouillées pour voler les objets qu'il trouve à l'intérieur. Ensuite, il vend ce qu'il trouve pour quelques sous. Quand Paul le voit, James essaie bien de s'introduire dans la maison pour voler, tout comme le policier le pensait. Plus tard, James remarque que la maison des Lily a les fenêtres couvertes et que le vent a dispersé leur courrier. Il suppose donc que l'endroit est vide. Il escalade le mur pour atteindre une fenêtre et entre dans une chambre remplie de meubles. Dans le salon, James est effrayé de trouver les parents d'Alex assis sur le canapé avec des cicatrices sur le visage. Aucun d'eux ne bouge, même quand James s'approche trop. Alors il continue de voler des choses. Il y a un bruit à l'étage que James décide d'ignorer. Après avoir pris tout ce qu'il peut, James s'apprête à partir, seulement pour entendre une voix venant du sous-sol. Il entre et est choqué de trouver tous les enfants disparus, debout et immobiles. Ils se retournent en même temps et un James terrifié recule en courant. Après avoir déplacé quelques meubles pour bloquer la porte, les parents d'Alex se lèvent et se tiennent derrière lui. Alors James se remet à courir et sort de la maison. En vendant les biens volés au prêteur sur gage, James voit sur une affiche qu'il y a une grosse récompense pour toute une information sur les enfants disparus. Après avoir utilisé l'argent pour acheter plus de sa drogue, James appelle la police pour dire où se trouvent les enfants. Le policier est sceptique, alors il lui demande de venir au poste pour une conversation. Quand James est sur le point d'entrer, Paul le voit et lui crie dessus. James court alors se cacher dans la forêt. Il est choqué de trouver la femme rousse lui faisant signe et court se cacher dans sa tente. Quelques instants plus tard, une ombre apparaît à l'extérieur. James l'attaque avec ses aiguilles. Il s'avère que c'est Paul qui traîne James hors de la tente pour pointer son arme sur lui. James se sauve en criant qu'il sait où sont les enfants. Suivant les instructions de James, Paul arrive à la maison des Lily. Dans la voiture, James observe, choqué, comment Paul sonne à la porte et comment quelqu'un ouvre pour le laisser entrer. Des heures passent et ce n'est qu'à la tombée de la nuit que Paul sort. Il court vers la voiture comme s'il était en transe et traîne James dehors en grognant comme un animal. James crie à l'aide, mais personne ne l'entend avant d'être traîné à l'intérieur de la maison. En revenant à nouveau dans le temps, Marcos est au supermarché quand il reçoit l'appel de Justine lui racontant ce qu'elle a vu. Il promet de parler aux parents d'Alex pour enquêter. Cependant, le jour de la réunion, c'est la dame rousse qui se présente. C'est la tante d'Alex, Gretes, qui dit que ses parents sont malades et ne peuvent pas quitter la maison. Marcos explique qu'il y a eu un signalement concernant le bien-être d'Alex.
d'Alex. Son obligation est de parler avec les responsables légaux du garçon. Il devra donc visiter la maison ou appeler les autorités. Le jour suivant, Grete se présente chez Marcos. Quand elle demande un peu d'eau, elle exige que ce soit dans un bol. Grete veut savoir si Marcos a contacté les autorités et après qu'il a dit non, elle prend une cassette volée de son bureau et l'enroule autour d'une branche à l'aspect étrange, qu'elle couvre de son propre sang. Quand le mari de Marcos, Terry, s'approche avec un chiffon pour sa blessure, Grete coupe une mèche de ses cheveux. Marcos prend le téléphone pour appeler la police, mais Grete sonne une cloche. Cela le met dans une transe qui lui fait lâcher le téléphone. Alors que son corps commence à trembler, Grete enroule aussi les cheveux de Terry dans la branche avant de la casser. Soudain, Marcos saute sur Terry et commence à l'étouffer tout en vomissant un étrange liquide noir sur son visage. Puis il frappe sa tête à plusieurs reprises contre le visage de Terry. Le tuant, Marcos ne s'arrête que lorsque Grete jette la branche dans le bol. Après avoir lavé la branche, Grete retire les cheveux de Terry et enroule ceux de Justine avant de la casser à nouveau. Cela envoie Marcos en mission pour la tuer. À la station-service, le combat a lieu. Après avoir renversé Archer, Marcos court dans le magasin pour poursuivre Justine. Elle essaie de se cacher dans la salle des employés. Mais elle est verrouillée, alors Marcos la coince. À ce moment, Archer projette Marcos contre un réfrigérateur et Justine saisit l'occasion de retourner en courant à sa voiture. Marcos la suit et brise une fenêtre avant qu'elle ne puisse démarrer. Mais il se met à courir après le véhicule. Bientôt, Archer sort aussi et se joint à la poursuite. Il conduit dans la rue, mais doit s'arrêter quand il voit Marcos se faire renverser par une autre voiture. La conductrice crie en voyant la tête de Marcos éclater sur la route. Plus tard, à l'hôpital, Archer raconte tout aux policiers. En sortant, il trouve Justine qui l'attend pour le remercier de l'avoir sauvé. Après ce qui s'est passé, Archer ne croit plus qu'elle soit coupable. Il lui dit que Marcos courait de la même manière que les enfants et lui montre la carte. Justine reconnaît immédiatement l'endroit marqué comme étant la maison d'Alex. Un autre saut dans le temps montre Alex avant les disparitions. C'est un garçon très timide et solitaire et ses camarades de classe l'embêtent toujours parce qu'il est étrange. Ses parents sont un couple heureux et amant qui un jour l'informe que sa tante, Grete, va rester avec eux parce qu'elle est malade. Grete arrive au milieu de la nuit. Le matin, Alex jette un œil dans la chambre de Grete et voit une perruque rousse et un petit arbre avec des branches à l'aspect étrange. Sur le lit, Grete le regarde en retour. Alors, Alex ferme rapidement la porte. Après l'école, Alex attend qu'on vienne le chercher, mais personne ne se présente. Il doit donc rentrer à pied. Dans le salon, il trouve ses parents assis à table comme s'ils étaient en transe. Ils lui disent quelques mots, mais ils sont froids et robotique. Alors, une Grete d'apparence assène l'accueil et dit que ses parents vont bien. Un Alex terrifié ne la laisse pas le toucher et jette un peu d'eau au visage de son père, mais celui-ci les suit simplement. Grete le gronde et l'envoie dans sa chambre sans dîner. Le lendemain matin, Alex trouve tout le monde à table. Ses parents ont les yeux rouges et ne bougent pas. Grete demande à Alex de ne dire à personne à l'école qu'elle est là ou que ses parents se reposent. Comme menace, elle casse une branche au-dessus d'un bol d'eau et force les parents à prendre des fourchettes. Ils se poignardent à plusieurs reprises au visage et Alex ne peut pas les arrêter. Il ne se fige que lorsque Grete jette la branche dans le bol. Elle rappelle à Alex de ne rien dire, menaçant de faire pire s'il le fait. Le jour suivant, Alex découvre que Grete a jeté tous ses meubles dans la chambre de ses parents et qu'elle est maintenant assise par terre à faire ses rituels. Alex doit réchauffer de la soupe et nourrir ses parents. Les jours suivants, Alex répète le même processus. Il va à l'école, fait les courses après et nourrit sa famille. Une nuit, Alex entend Grete l'appeler et va dans sa chambre. Il la trouve dans un état très faible, vomissant dans un pot. Elle explique qu'elle est très malade et que ses parents l'aidaient à aller mieux, mais que cela ne fonctionne plus. Pour l'aider, elle a besoin qu'Alex lui apporte un objet de chacun de ses camarades de classe. Le lendemain matin, alors que tous les enfants sont en cours de gymnastique, Alex se faufile dans la salle de classe et prend les étiquettes nominatives des casiers personnels des élèves. Justine le trouve bientôt. Alex prétend alors qu'il a juste oublié quelque chose. Une Justine inquiète souligne qu'il a été plus silencieux que d'habitude dernièrement. Elle lui offre une oreille attentive, mais Alex jure qu'il va bien. Plus tard, à la maison, Alex laisse les étiquettes nominatives à la porte de Grete. Au milieu de la nuit, il se réveille en entendant un bruit. Il descend et trouve Grete en train de casser les étiquettes dans un bol. Elle crache dedans et y jette une allumette avant de sonner une cloche. À ce moment, tous les camarades d'Alex sortent en courant de leur maison et entrent dans celle d'Alex. Quand l'enquête commence, Grete maquille le visage du père d'Alex. Pendant l'interrogatoire, elle dit au policier qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et ne peut pas parler et qu'elle s'occupe donc de la famille. Sachant que les policiers fouilleraient la maison, Grete fait nettoyer Alex et enlever les journaux des fenêtres. Ensuite, elle coupe les cheveux des enfants pour un sortilège afin de les faire se cacher dans la forêt pendant un moment. Après, Alex doit nourrir les enfants avec ses parents. Un jour, il rentre de l'école et voit une voiture de police dehors. Quand il entre dans la maison, il trouve Paul et James debout
au milieu du salon. Il court à l'étage pour se cacher et est bloqué par Grace, qui annonce qu'ils quitteront la ville le lendemain. Elle lui dit aussi de ne pas marcher sur la ligne de sel près de sa porte, qui est gardée par ses parents. Quelques minutes plus tard, Justine et Archer se garent devant la maison. Ils voient la porte s'ouvrir et Paul sortir. Il leur fait signe avant de rentrer. Le duo décide de le suivre, ce qui est vu par Alex depuis la fenêtre. Dans le salon, Paul fait un autre geste et Justine s'approche, marchant accidentellement sur une ligne de sel. Soudain, James attaque Archer, qui commence à le frapper sans lui causer de douleur. Paul s'en prend à Justine, la poursuivant jusqu'à la cuisine, où elle lui jette une casserole au visage. L'homme n'est pas ébranlé et saute par-dessus la table pour l'attraper, sans faute. Elle prend un éplucheur et lui coupe la peau du visage, ce qui ne le blesse pas non plus. Il continue donc de l'étouffer. À l'étage, Alex ignore les cris et traverse la ligne de sel. Cela fait que ses parents sortent de leur transe et courent après lui. Alex court dans sa chambre et verrouille la porte. Ses parents commencent à défoncer le bois. Quand ils y parviennent, Alex court dans la salle de bain par la porte communicante, puis retourne dans le couloir. Ensuite, il court se cacher dans la chambre de Grace. Il peut entendre ses parents défoncer cette porte aussi. Il prend rapidement une branche de l'arbre et se cache dans la salle de bain privée. Alex prend un peu de son sang et le frotte sur la branche. Pendant ce temps, Archer continue de frapper James, qui ne cesse de se relever pour l'attaquer. Finalement, James réussit à pousser Archer par la porte du sous-sol, révélant tous les enfants. Justine réussit à prendre l'arme de Paul et lui tire dans le cou, mais il reste debout alors qu'un liquide noir sort du trou. Cela ne laisse à Justine d'autre choix que de lui tirer une balle dans la tête. Puis elle court au sous-sol et tire sur James aussi. Un Archer désespéré commence à chercher son fils parmi les enfants. Il est soudainement effrayé par Grace, qui lui arrache son collier. Quelques secondes plus tard, Archer surprend Justine par derrière et commence à l'étouffer pendant que Grace les observe. En même temps, Alex prend un cheveu de la perruque de Justine et l'enroule autour de la branche avant de la casser. Soudain, les enfants sortent en courant du sous-sol et poursuivent Grace, qui sort rapidement de la maison. Alors que les enfants sautent par les fenêtres, Grace court à travers la maison du voisin et les enfants brisent aussi leurs fenêtres et leurs portes. Tous les voisins regardent, choqués, tandis que Grace court à travers le quartier avec une bande d'enfants qui la suit, escaladant les clôtures et brisant tout verre sur son chemin. Finalement, une fille réussit à faire tomber Grace au sol et les enfants se jettent sur elle pour la tuer, déchiquetant son corps. La mort de Grace fait que Archer et les parents d'Alex sortent enfin du sortilège. Justine monte les escaliers et trouve Alex serrant ses parents dans ses bras. Archer suit la piste de destruction pour retrouver son fils. Après l'incident, les parents d'Alex sont hospitalisés et il va vivre avec une tante plus gentille. Les autres enfants retrouvent leur famille, mais il leur faut du temps pour recommencer à parler. Ainsi se termine Weapons, film d'horreur et de mystère de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.